à notre président, non, absolument. Monsieur Husson, eh ben alors je la passe à monsieur Bernard Husson, qui a beaucoup œuvré pour que nous puissions assurer notre colloque dans cette salle. Ah si, juste un petit truc, j'avais oublié. Juste avant de venir, j'ai eu un petit coup de fil de madame Olga Odinetz d'une association qui s'appelle La Calpa, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait sollicité beaucoup de gens de La Calpa pour venir nous rejoindre. Je l'en ai remercié, je la félicite. Elle m'a dit qu'elle transmettait le bonjour à tout le monde. Elle m'a dit de faire une grosse bise à Yvonne Dandel, je vous la ferai tout à l'heure, et de transmettre ses meilleurs souvenirs à Marc Juston et je crois à Pierre Grand, qu'elle a dû rencontrer aussi. Voilà, puis bien sûr, amical bonjour à tout le monde. Dans vos questions tout à l'heure, le débat est bien sûr un peu polémique, donc n'hésitez pas, parce que finalement c'est du grand chaos que naît la lumière. Par contre, si vous voulez, toujours dans le respect et dans, disons, le calme. Voilà. Bon colloque à tous. Merci. Et merci d'abord aux intervenants qui sont là autour de la table, que je vais présenter dans un instant. Moi, je dirai leur nom simplement. Et puis à vous qui êtes participants, en pensant qu'il y en a sans doute d'autres d'ailleurs qui risquent d'arriver dans les minutes qui viennent. Je suis donc Bernard Husson, président délégué du Conseil lyonnais pour le respect des droits. Donc l'organisation de ce débat que nous allons entamer maintenant a été faite en collaboration avec l'association L'Enfant et son droit, représentée par Yvonne Dandel, association qui est membre du Conseil lyonnais pour le respect des droits depuis de très très longues années, depuis peut-être même l'origine du Conseil lyonnais pour le respect des droits. Je ne vous ai pas posé la question, mais il me semble que ça fait très très longtemps, bien avant même que je n'assume la présidence déléguée du Conseil. Alors, le Conseil lyonnais, dans ses multiples tâches, avait donné priorité dans le temps, dans l'histoire, à des domaines où le respect des droits et de la dignité humaine ne sont pas toujours reconnus. C'était les questions comme l'accès au logement, le droit à la santé, les cantines scolaires. Aujourd'hui, le Conseil lyonnais essaye d'ouvrir des travaux dans des domaines où le respect des droits, notamment pour les femmes et pour les enfants, ne faisait pas partie des questions qui étaient traitées au sein du Conseil. Et nous pensons aujourd'hui que ce sont des problèmes qui existent au sein de la société, ou des questions qui ont émergé dans la société, qui n'existent pas d'aujourd'hui, qui ont émergé dans la société, et qu'il est important que nous nous en préoccupions, sans pour autant se substituer aux organisations qui sont déjà présentes dans ces domaines et qui, bien évidemment, y mènent leurs actions. Juste pour citer, un groupe de travail sur les femmes, sur le droit des femmes commence à fonctionner, et la manifestation de ce jour est une marque d'intérêt du Conseil lyonnais que le Conseil lyonnais veut porter à la reconnaissance des droits des enfants et à leur dignité. L'objet de ce colloque débat est bien de voir comment, en fonction des domaines dans lesquels ils interviennent, lorsqu'il y a séparation conflictuelle des membres d'une famille, les différents intervenants interviennent. Comment ils écoutent, comment ils mesurent, comment ils tranchent face à des situations et aussi face aux souffrances des enfants qui vivent des situations sur lesquelles ils n'ont pas de prise, et aussi des parents qui, lorsqu'une décision de justice ou un accord amiable est intervenu, ne voient pas l'application des accords. Les personnes réunies autour de cette table ne représentent nullement leur profession. On ne leur demande pas de parler au nom de l'ensemble de leur profession, sauf peut-être du côté de la police, mais vous nous le direz éventuellement, si vous parlez au nom de votre profession. Par contre, nous avons voulu souligner la très grande complexité des domaines de compétences à mobiliser pour traiter de l'aliénation parentale. Il y a des institutions de justice, et autour de cette table, il y a donc M. Marc Juston, qui est président du TGI de Tarascon, et il y a Cécile Kenafou, que je salue, parce que je n'avais pas l'occasion de le faire avant, qui est une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Il y a également autour de cette table un pédopsychiatre, vous rectifierez tout à l'heure, donc monsieur Bruno de Corée, parce qu'il y a effectivement cette dimension. Il y a également autour de cette table la médiation familiale, avec une représentée. Une personne qui a travaillé sur le sujet, qui est Pierre Grand de Amorif, et qui a de longues années travaillé sur les questions de médiation familiale. Et puis il y a également la police, avec non pas madame Sandra Monteillé, comme c'était prévu au départ, mais monsieur Philippe Lhuillier, qui est commissaire aux affaires familiales. Un tout petit regret, non pas pour contester la capacité, la compétence de monsieur Philippe Lhuillier, mais nous avions 3 hommes, 3 femmes, et là, les hommes redeviennent dominants. Mais j'espère que ça n'enlèvera rien à la qualité des débats et des propos. Au-delà des intervenants, il y a des mots et des concepts qui sont à définir.
on espère que Bénédicte Goudard, que je n'ai pas encore nommé, qui a travaillé sur le sujet puisqu'elle a fait une thèse sur ce thème, pourra nous aider à les définir et à les préciser. Nous souhaitons vraiment un débat ouvert, comme cela a été dit, et nous ne demandons pas aux intervenants d'avoir un avis unanime. Ils peuvent tout à fait avoir des disparités, des divergences, comme il peut y avoir aussi des convergences et des points de vue qui soient des points de vue parallèles. Si vous me laissez quelques instants encore pour dire 2-3 mots, on a reçu de très nombreuses sollicitations de personnes qui souhaitaient témoigner de leur situation et de situations qu'elles connaissent. Bien que cette démarche ait toute sa valeur, nous avons préféré maintenir une approche de type colloque, qui permet d'allier réflexion et cas concrets. Madame Goudard représentera un ou deux cas, et on demandera aux différents intervenants de réagir aux cas qui sont présentés, de telle sorte que nous ayons à la fois la réflexion, donc comme je le disais à l'instant, et un cas concret ou des cas concrets qui alimentent cette réflexion. Nous prions donc les personnes qui nous avaient proposé d'intervenir de nous excuser, mais qu'elles ne se sentent pas marginalisées, elles pourront tout à l'heure s'exprimer dans le cadre du débat, moins à partir de leur témoignage qu'en réaction ou en interrogation par rapport à ce qu'ils auront entendu, c'est-à-dire ce côté plus réflexif, plus analytique, plus prospectif. Enfin, avant de passer la parole aux différents intervenants, je voudrais glisser un mot en notre nom, au nom de nos deux organisations pour ne pas laisser planer de doute. Nous savons que le sujet est objet de tensions, parfois fortes, parce que des enjeux de récupération, de manipulation existent sur ce sujet, comme hélas, dans beaucoup d'autres. Aussi, je tiens à dire qu'ici, il n'est nullement question de prendre fait et cause pour un groupe social, pour une catégorie de citoyens, pour une institution, ou de remettre en cause une quelconque égalité de droit entre les parents. Il ne s'agit pas ici de faire la promotion de quelconque courant politique, ni d'une idéologie, ni même d'un retour, ni même, le même est de trop, ni d'un retour en arrière. Notre préoccupation est d'oser mener un débat sur une question difficile, parce qu'elle allie une dimension juridique et ses applications, une dimension affective et une dimension sociale. Merci donc aux intervenants de se prêter à cet exercice difficile. Et je voudrais remercier, au nom de l'enfant et son droit qu'il fera dans un instant, et du Conseil lyonnais pour le respect des droits, les représentants des institutions publiques. Je sais qu'il y a au moins une personne, peut-être deux ou trois, que je n'ai pas repéré, hélas, qui ont pris leur temps pour être présents ici. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Moi, je vais vous demander comment peut-on être contre l'aliénation parentale lorsqu'on ignore ce que ce terme signifie. L'enfant et son droit qui se préoccupe surtout du sort des enfants souffrant de traumatismes aussi bien physiques que psychologiques, et surtout ceux-là qui sont très difficiles à découvrir parce qu'ils ne laissent aucune trace sur le corps de l'enfant. Nous profitons donc de cette journée internationale pour dévoiler ce que cache l'aliénation parentale. Nos intervenants, tous hautement qualifiés, vont donc vous expliquer ce qu'endure un enfant privé illégalement d'un de ses parents et réciproquement ce qu'endure un parent, voire même des grands-parents, privés illégalement eux aussi d'un enfant, au mépris des lois existantes qui ne sont pour la plupart ni respectées ni sanctionnées. Je vais donc vite donner la parole à Bénédicte Goudard, qui bien mieux que moi est à même de vous fournir plus de renseignements. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Bénédicte Goudard. Mon seul mérite, c'est d'avoir passé ma thèse sur le trouble de l'aliénation parentale. En fait, à l'époque, ça s'appelait encore le syndrome de l'aliénation parentale. C'était le terme qu'avait choisi Gardner, mais ce terme a fait couler beaucoup d'encre. Du coup, la dénomination qui sera amenée à entrer dans le DSM, c'est-à-dire le manuel des troubles psychiatriques, c'est le trouble de l'aliénation parentale. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une véritable maltraitance sur enfant. Donc le trouble de l'aliénation parentale survient exclusivement, c'est un trouble de l'enfance déjà, donc c'est chez l'enfant qu'on va le diagnostiquer, qui survient presque exclusivement dans un contexte de dispute
concernant le droit de garde de l'enfant. L'enfant va l'exprimer initialement par une campagne de dénigrement à l'encontre d'un parent qui ne repose sur aucun motif valable. En fait, les deux protagonistes les plus actifs, ce sont le parent aliénant et l'enfant aliéné. Le parent aliénant va programmer l'enfant, il le fait consciemment ou inconsciemment, mais il va y avoir un véritable programme de conditionnement de l'enfant. Et l'enfant va apporter sa contribution aussi pour faire en sorte que le parent aliéné soit éjecté et n'existe plus. Ça, c'est le trouble de l'aliénation parentale. Si le parent éjecté, donc parent aliéné, a été négligent, ou s'il y a un motif expliquant le rejet de l'enfant, ce n'est pas un trouble de l'aliénation parentale, c'est une aliénation parentale simple. Cette définition, donc, initialement a été proposée en 1985. Pour bien comprendre, il faut réaliser que dans une famille, dans un noyau familial sain, il y a une véritable triangulation qui équilibre les différentes personnes. Cette triangulation saine permet des relations fluides entre chaque personne. Le parent, par exemple le père, la mère et l'enfant, et chacun peut accéder à l'autre. Dans le trouble de l'aliénation parentale, il existe un phénomène d'emprise. De fait, l'enfant et le parent aliénant vont entrer dans une relation de fusion extrêmement destructrice pour l'enfant. Le seul symptôme, ce sera le parent aliéné rejeté. Le problème, c'est que cet enfant, il vivra une véritable dissociation interne. Il se coupe, il se rend lui-même orphelin, parce qu'en fait, le parent aliéné est le bon parent, alors que le parent aliénant est le mauvais parent, et il se présente comme le bon parent, et il est considéré par la société comme le bon parent. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous expliquer, pour schématiser ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple, mais c'est un cas clinique un peu banal, parce que en tant que médecin, on ne va jamais voir des choses catastrophiques. Je pense que les autres intervenants voient les troubles de l'aliénation parentale au moment où c'est le plus explosif, passionnel, donc on voit beaucoup plus de choses. En tant que médecin, on voit souvent juste des gens qui ne vont pas très bien dans leur vie, qui ne savent pas pourquoi, et qui, en poussant l'interrogatoire, ils consultent par exemple pour un syndrome dépressif, une prise de poids, il peut y avoir de la toxicomanie. Et en fait, en explorant un peu le contexte, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans leur mode relationnel. Par exemple, j'ai une patiente récemment qui a 39 ans. Il y a 25 ans, ses parents se sont séparés. Elle avait 14 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle dit elle-même qu'elle aimait beaucoup voir sa tante à l'époque, sa tante du côté paternel. C'était une femme adorable, mais que depuis ses 14 ans, elle refuse de la voir parce qu'elle est méchante. Déjà, le terme méchant doit vous faire allumer les warnings parce que le mot méchant dans la bouche d'une femme de 39 ans, c'est un langage enfantin. Donc c'est un petit peu discordant. Si je lui demande de préciser, elle me dira simplement que cette femme était méchante, elle répétera le mot, et que son visage s'est fermé peu de temps après la séparation de ses parents. Je n'en saurais pas plus. En tout cas, pour elle, ça justifie à ses yeux le fait de ne pas revoir sa tante. Donc j'ai cherché à savoir quelles étaient les relations avec son père. Bien sûr, il n'y en a aucune. Le motif de ne pas voir son père, c'est que des voisins lui ont dit, à l'époque, quand elle était encore chez sa mère, qu'il venait le soir près de chez eux, vers 11h du soir jusqu'à minuit. Ça, avec une intensité et un dénigrement dans la voix, qui fait que si on n'est pas alerté, on va adhérer à son discours, on se dira oui, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il leur voulait, etc. En fait, pas du tout. Peut-être que tout simplement, ce père, après le travail, essayait de voir ses enfants, ou on ne sait pas exactement ce qui se passait, puisque probablement que le contexte était hautement conflictuel. Il faut savoir que quand même, un enfant aliéné, l'aliénation peut être très brutale ou très progressive, mais en général, même si le parent aliéné va exercer son droit de garde dans les premiers temps, la garde se passera de manière épouvantable. C'est-à-dire que l'enfant refusera d'obéir, il va tout casser à la maison, éventuellement il change de vêtements quand il arrive chez le parent aliéné, il en rechange quand il ressort, pour montrer la notion de souillure quand il arrive chez le parent aliéné. Ça, c'est vraiment l'emprise presque sectaire. Et ça devient un véritable calvaire pour le parent aliéné qui finit par abandonner, puis essaye de reprendre ses enfants, etc. Donc, que ce soit rapide ou très long, ou progressif, je veux dire,
Bref, au bout d'un moment, l'enfant aura tellement poussé le parent aliéné à bout qu'on pourra toujours trouver des motifs qui vous diront bah oui, effectivement, ce parent aliéné, il est peut-être pas terrible, mais tout simplement parce qu'il a été poussé à bout et qu'il s'est mis dans des situations où il n'a pas été le meilleur parent qui soit. Je ne sais pas si je suis... Si, c'est bon. Et ce qui est intéressant aussi chez cette femme, c'est qu'elle m'a tout de suite, j'ai pas du tout parlé de sa mère, mais elle m'a tout de suite précisé, heureusement, ma mère est une femme exceptionnelle. Et comme elle a vu que j'étais un petit peu dubitative, elle m'a dit, mais bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir des prises de bec. Pour montrer qu'elle est capable d'avoir un minimum d'ambivalence, en fait, elle ne l'a pas du tout. Donc ça, c'est le trouble de l'aliénation parentale. C'est-à-dire que cette femme me dit qu'elle ne voudra jamais revoir de toute sa vie son père, quoi qu'il arrive, ça ne l'intéresse absolument pas. Dans l'aliénation parentale, simple, c'est un petit peu différent. L'enfant refuse de voir le parent aliéné, il peut le dénigrer, il peut être opposant, mais il a des motifs. Par exemple, le père est alcoolisé chaque fois qu'il va le voir. Par exemple, à chaque fois que le parent qui doit le garder, qui doit aller en garde avec le parent numéro 2, ce parent est absent et c'est le reste de la famille qui s'en occupe. Ou alors, le parent rejeté a un trouble, une maladie grave qui fait qu'il n'est pas au top quand l'enfant va le voir. Bref, ce n'est pas un trouble de l'aliénation parentale parce que l'enfant ne va pas se dissocier, c'est-à-dire qu'il ne va pas considérer le parent aliéné comme mauvais parce qu'il est bon. Le trouble psychique, le clivage est beaucoup moins important et les conséquences à long terme sont beaucoup moins importantes. En fait, l'enfant reste capable de formuler des sentiments positifs sur le reste de la famille. Il est capable de rentrer en dialogue avec ceux-ci s'il y a une sollicitation des adultes. Pour diagnostiquer un trouble de l'aliénation parentale, donc la campagne de dénigrement sans cause sérieuse, c'est un salaud, c'est une putain, il est violent, ce seront juste des termes qui reprendront de la bouche de leurs parents et en général, ou alors c'est tout simplement il mange de la viande. Ça peut être un motif très important pour un enfant pour refuser de voir l'autre parent. Il y a une absence d'ambivalence, le monde devient d'un coup coupé entre les bons et les méchants. Les bons, c'est du côté du parent aliénant. Tous ceux qui cautionnent le parent aliéné deviennent les méchants. Phénomène de libre penseur, ainsi vous verrez un enfant de 8 ans vous affirmer de manière péremptoire en vous regardant droit dans les yeux qu'il a choisi lui-même de ne pas voir sa mère. Voilà, je ne pense pas qu'à 8 ans on soit vraiment capable de faire des choix aussi radicaux tout seul. Très important, l'extension de l'animosité à tout l'entourage du parent aliéné. Donc d'un coup, ce que vous disiez Monsieur Dandel tout à l'heure, Madame Dandel, il ne voit plus les grands-parents, alors qu'il n'y avait jamais eu de problème avec les grands-parents, mais ça peut être le chien, le chat, le bonsaï, bref, tout ce qui apparaît à l'univers du parent aliéné est vécu comme mauvais et menaçant. L'enfant peut se comporter de manière épouvantable avec le parent aliéné en étant incapable de se remettre en question. C'est-à-dire qu'un enfant, dans le cadre classique d'une famille normale, il va faire du mal à son parent, il va très vite vouloir le consoler s'il voit que le parent pleure ou qu'il est mal. Dans le cadre du parent aliéné, même s'il casse tout chez lui, qu'il l'insulte, qu'il le gifle, l'enfant a une énorme culpabilité pour lui-même, mais il va exprimer aucun remords vis-à-vis de ce parent. Donc les rationalisations absurdes, ce que je vous disais, en fait, j'ai fait une petite erreur. Il mange de la viande, c'est ça, c'est une rationalisation absurde pour ne pas voir l'autre parent. Et les scénarios d'emprunt, ça peut être par exemple, je me souviens quand tu étais enceinte de moi, tu as voulu me tuer. Conséquences pour l'enfant. Chez l'enfant, on ne voit pas grand-chose si on n'a pas l'œil alerte. Elles sont invisibles durant l'enfance ou l'adolescence. Chez l'adolescent, on peut confondre ça avec une crise de l'adolescence. Parfois, il y a un surinvestissement scolaire. L'enfant grandit dans un vécu incestuel parce qu'il y a une cassure du fait de la relation fusionnelle entre le parent aliénant et l'enfant aliéné. On coupe les générations. L'enfant est au même niveau dans cette triangulation. Et ça fait partie, c'est la base du vécu incestuel. C'est pour ça que c'est catastrophique. L'enfant apprend la manipulation et l'emprise comme mode relationnel. C'est la base du noyau pervers. Il va grandir avec et aura tendance adulte à bien sûr utiliser ce mode relationnel. L'argent est utilisé comme substitut de l'amour dans le cas où la pension alimentaire continue d'être versée. Il prend le rôle d'un fétiche ou d'un gris-gris
Ça peut donner dans certains cas des enfants très matérialistes à l'âge adulte. Pas toujours, mais ça peut. L'enfant, du fait de ce gouffre béant avec l'amputation de la moitié de son patrimoine culturel, puisqu'il lui manque la moitié de sa famille, aura une profonde méconnaissance et une méfiance vis-à-vis de ses propres émotions. Il aura une difficulté à concevoir la notion de dialectique relationnelle, c'est-à-dire qu'on peut quand même aimer quelqu'un en trouvant qu'il y a des choses qui ne sont pas terribles chez cette personne. L'enfant aura du mal à avoir ça, surtout à l'âge adulte. Donc ce que je disais, l'amputation de la moitié du patrimoine culturel de l'enfant, et c'est très grave parce que pour se construire, pour se différencier de ses parents, il faut être capable de choisir ce qu'il y a de bon et de mauvais dans chacun. Le retour en arrière spontané est impossible, sauf exception. Je parle bien du trouble de l'aliénation parentale. À l'âge adulte, l'enfant aura à l'âge adulte, l'adulte présentera des difficultés à gérer la frustration, le conflit, la colère et le rapport à l'autorité. Il va se mettre en colère d'un coup, sans motif rationnel. On peut les reconnaître comme ça. Une instabilité, des difficultés à construire des relations humaines authentiques et intimes se retrouvent fréquemment. Ces jeunes adultes ont une grande vulnérabilité psychologique et du coup, il peut y avoir une dépendance affective ou aux substances toxiques. C'est pour ça qu'on peut facilement trouver la toxicomanie chez ces jeunes adultes. Ou alors, leur grande souffrance intérieure peut s'exprimer par des troubles du comportement alimentaire ou du sommeil. Pour se forger une identité sexuelle, ça va être difficile. Chez certains, ils n'y arriveront pas. Il peut y avoir aussi des troubles de l'identité. En fait, à l'âge adulte, souvent, on retrouve ce qu'on appelle des psychoses systématisées. Des psychoses non étiquetées, des personnalités borderline ou antisociales. Et bien sûr, il y a une augmentation du risque de suicide, des conduites à risque et des syndromes dépressifs. L'autre manière de réagir face à l'aliénation, c'est de reproduire à son tour le comportement avec ses propres enfants, devenant parents aliénés ou aliénants. Donc bien sûr, il s'agit d'une véritable maltraitance sur enfant, même si elle est silencieuse. Sincèrement, sur le plan sociétal, je pense que c'est une véritable bombe à retardement s'il n'y a pas quelque chose de... tout ce qui est juridique n'est pas modifié quant aux gardes, au mode de garde. Le signal d'alarme, c'est la disproportion entre l'émotion exprimée par l'enfant et le contenu du discours. Donc par exemple, c'est un salaud, je veux pas le voir, c'est un salaud, c'est un salaud, c'est un salaud. Et puis juste après, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il ouvre les fenêtres quand on vient le voir, et puis on a froid, et voilà. De toute façon, il aurait fermé les fenêtres, il aurait fait très chaud quand les enfants allaient voir le parent aliéné. Donc, quoi que le parent fasse, il est perdant. Le professionnel de santé, son rôle, il est très petit, mais c'est surtout à l'âge adulte actuellement, parce qu'en prévention, c'est beaucoup plus difficile, d'explorer les relations du patient avec ses proches et de le forcer à donner un motif rationnel expliquant la coupure avec l'un des parents, le cas échéant, pour parvenir au diagnostic de trouble de l'aliénation parentale. La solution, ce seront plutôt les juristes qui nous le donneront. Donc je pense que ce qui est important, c'est la prévention dans le traitement des séparations et des divorces devant la justice. Chacun assigne son niveau, en parler le plus possible, plus les personnes seront informées et plus on pourra faire de la prévention et éviter que... Parce qu'en fait, plus le temps passe et plus le trouble de l'aliénation parentale s'installe et devient irréversible. Et chacun à notre niveau ne pas cautionner les noyaux pervers de l'entourage. Donc les noyaux pervers, c'est-à-dire quand il y a une personne qui maltraite une autre et la maltraitance est cautionnée par le silence de l'entourage. Parler, c'est limiter la maltraitance. Voilà, merci, j'ai fini. Merci Bénédicte. Vous avez pu comprendre que c'est vraiment pas simple, donc je comprends que vous voyez pourquoi on a raison d'être paumé des fois et de ne pas tout comprendre. Je pense qu'on va demander à la justice, qui a été bien nommée, M. Juston, de voir s'il peut nous apporter quelques solutions. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, je ne représente pas la justice. Je suis un juge d'affaires familiales de terrain
qui s'intéresse à la problématique de l'aliénation parentale. Je suis président du TJ Tarascon et je suis JAF, je suis aux affaires familiales. Et je parle en tant que JAF, mais je ne représente pas le ministère de la Justice, il faut bien que ce soit clair. Je crois que face à la problématique de l'aliénation parentale, l'objectif numéro 1 du JAF, c'est la prévention. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et j'affirme que les JAF ont tous les moyens, avec les acteurs judiciaires, pour faire la prévention. L'important, c'est d'utiliser ces moyens. Et la problématique, quand l'aliénation parentale est installée, il faut bien reconnaître que le JAF se trouve très souvent dans des situations difficiles pour lesquelles il trouve difficilement des solutions. Il a lui-même participé. Monsieur, on pourra faire le débat ensuite. Moi, je souhaiterais dire les choses telles que... Moi, je suis très tolérant, j'accepte la... J'ai pas eu les règles du jeu parce que je suis allé voir. Voilà. Merci, monsieur. À la fin du débat, sans aucun problème, nous pourrons discuter avec vous, monsieur. Je crois que face à une aliénation parentale installée, il est important de faire du sur-mesure, du cas par cas et pas de prêt-à-porter. Il n'y a pas de règle générale. Chaque situation est une et il appartient au JAF de faire en sorte, en relation avec les acteurs judiciaires, de trouver la meilleure solution dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt des familles. Dans mon ressort, l'arrondissement judiciaire d'Arles-Tarascon, nous avons essayé de mettre en place un atelier de réflexion sur ce qu'on appelle le dysfonctionnement parental grave. Oui, nous ne parlons pas d'aliénation parentale ou d'emprise, nous parlons de dysfonctionnement parental grave. Et cet atelier a été mis en place avec tous les acteurs, qu'ils soient du monde éducatif, du monde de la santé, du monde judiciaire, de manière à essayer de réfléchir. Parce que, pour moi, la solution n'est pas le pénal. Je sais que nombre de victimes d'aliénation parentale disent « Ah, vous ne faites pas assez de pénal ». Et pour nous, en tant que JAF, le pénal, c'est un échec. Et arriver au pénal, je crois que par le pénal, nous avons beaucoup de mal à trouver ensuite des solutions à partir du moment où le pénal est utilisé, même s'il est peut-être utile à certains moments. Je crois que simplement, face à l'aliénation parentale, il est nécessaire qu'il y ait vraiment un changement de culture judiciaire, que tous les acteurs judiciaires et que toute la société, et c'est vrai que des débats comme aujourd'hui sont intéressants à cet effet, que toute la société prenne en réflexion ce type de problème, de manière à ce que la coparentalité soit une vraie réalité, que les enfants puissent bénéficier de leurs deux parents, et que les divorces et les séparations se déroulent dans l'apaisement, dans le respect des personnes, dans le respect des parents. Ça, c'est l'objectif. Alors, traiter en 15 minutes l'aliénation parentale par un JAF, c'est très court. Je voudrais simplement faire part de quelques réflexions sur la manière dont les professionnels de la justice appréhendent ces situations dans lesquelles un enfant dit ne plus vouloir voir l'un de ses parents, rejette carrément l'un de ses parents. Et je tiens à dire que cette situation est une vraie réalité des cabinets de JAF. Il ne faut pas croire que ça concerne très peu de mineurs. Ça concerne de plus en plus de mineurs. Il y a une statistique qui est sortie récemment, je ne sais pas sur quelle base elle a été faite, elle dit que ça concerne 7% des enfants. 7%. Et vous savez qu'un enfant sur deux ne voit plus, ou presque plus, le parent chez lequel il ne réside pas. Donc c'est une vraie réalité dans les cabinets de JAF. Et je ferai 3 constats. Vous savez que le temps ne peut pas spontanément arranger les choses. Et le temps chez l'enfant, je dis qu'une vie dans les adultes qui se bagarrent, c'est leur problème. Une année d'adulte perdu, elle est rattrapable. Une année d'enfant perdu n'est jamais rattrapable. Le temps, dès qu'un mineur est victime d'une aliénation parentale, le compte à rebours est commencé et il faut agir le plus vite possible. Il faut surtout éviter que des aliénations parentales s'installent. Le temps est un facteur déterminant. C'est le premier constat que je voulais faire. Le second constat, je le tire d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juillet 2006
la Cour européenne a condamné l'État tchèque pour son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits du père en citant expressément le SAP. Alors, dans cet arrêt, ce n'est pas tellement le fait que la Cour parle du SAP, mais surtout, ce qui est important, c'est l'affirmation selon laquelle l'État doit garantir l'effectivité des droits des parents. L'État doit garantir l'effectivité des droits des parents. C'est surtout ce qui est important dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne suffit pas de poser ces droits en les reconnaissant dans une décision. Il est important que les décisions prises soient effectivement appliquées. Ce n'est pas le tout de prendre des décisions, hein, mais encore, le plus important, c'est que ces décisions soient effectivement appliquées. Troisième observation que je voulais faire,